Salut les photographes et vidéastes sous-marins. Vous êtes à la recherche d'un setup, vous avez envie de commencer la photo, la vidéo sous-marine, et bien cette vidéo elle est faite pour vous. On va parler des bons équipements et comment les choisir pour faire de bonnes photos, puis aussi ça marche bien pour les vidéos. En premier on va parler des caméras, après on va parler des caissons. Là je ne vais pas forcément vous donner de marque, enfin pas de choix précis puisque ça va dépendre de l'appareil que vous avez. Après on va parler des flashs, ensuite on va parler des phares. Après, on parlera des lentilles humides, des plateaux, et enfin, on finira par 2-3 petits accessoires. Allez, c'est parti. Donc, en premier, pour la caméra, moi, pour les débutants, je recommande des caméras compactes. Pour choisir votre appareil photo, la première chose que vous allez devoir prendre en compte, ça va être le prix, évidemment. Donc là, vous allez voir, on va du simple au double, dans les 3 exemples que je vais vous donner. Donc déjà, si le budget est vraiment le choix premier, eh ben, ça va être facile de déterminer lequel vous voulez. Après, il y a aussi la taille de capteur, l'autofocus, la qualité de l'autofocus, s'il est étanche ou pas pour commencer, et puis s'il est transportable facilement. Et puis, un des trucs super importants, c'est de savoir s'il a un mode tout manuel ou pas. Donc première option, on va avoir le RX100 Mark VII. Alors ça, c'est le plus cher de la bande, il vaut à peu près 1300 $, mais pour de bonnes raisons. En premier, il a un capteur de 1 pouce, il fait des photos de 20 mégapixels, il a un autofocus incroyablement rapide, et en vidéo, on peut même faire du 4K et utiliser le mode log. Donc vraiment une arme incroyable pour faire des bonnes photos. Après, le compromis, c'est pas le prix. À ce prix-là, on peut avoir déjà un bon mirrorless avec des objectifs, etc. Donc lui, c'est vraiment le champion de la catégorie si le budget n'est pas vraiment un souci. Ensuite, on va avoir le TG7. Alors maintenant c'est OM System, avant c'était Olympus. Là par contre on a un capteur qui fait seulement 12 mégapixels, il n'y a pas de mode manuel, mais il y a d'autres avantages. On peut le laisser tomber d'1 mètre, il ne va pas casser. On peut lui rouler dessus quasiment avec une voiture, il ne va pas casser. Il est étanche à 15 mètres, donc c'est quand même un vrai bon compromis. En plus on peut même utiliser, on le verra par la suite, un caisson de marque, mais comme on n'a pas vraiment besoin d'être sûr que ce soit 100% étanche, puisque s'il y a quelques petites gouttes, il n'y aura pas de problème puisqu'il est étanche, donc c'est plutôt pas mal. Gros bémol pour moi, il n'a pas de mode manuel. Après, on peut bidouiller en mettant le mode A, priorité ouverture. Après, on travaille avec l'exposition de luminosité, etc. Mais ça reste quand même un petit problème pour moi, qui est quand même plutôt un gros problème. Pour le prix, lui, il est à peu près à 550 $, un capteur de 12 mégapixels, pas de mode manuel. Voilà, il y a des limites, mais il y a des avantages. Ah oui, petit truc que j'ai oublié de dire, le TG7 de OM System a un mode microscope, donc il lui permet de faire de la super macro, et il a aussi plein de modes sous-marins qui vont permettre, sans trop se prendre la tête, d'avoir des belles couleurs, etc. En plus, on va parler tout à l'heure d'un flash, et il est complètement compatible avec ce flash. Choix numéro 3, ça va être le Canon G7X Mark III. Alors lui, c'est un peu un compromis entre les deux. Son prix est entre les deux, aux alentours de 750 $. Il a lui aussi, comme le RX100, un capteur de 1 pouce, cette fois-ci 20 mégapixels, mais bon, c'est amplement suffisant. Il a un zoom qui va de 20 à 100 mm, donc c'est plutôt pas mal. Et on a un bon compromis. On peut faire du 4K avec. Après, j'adorais les Canon quand c'était l'époque des G16, G12, G10, etc. Le problème, c'est que pour les photographes terrestres, ils ont agrandi l'angle, donc au niveau de la macro, c'est moins efficace que les deux précédents. Donc le Canon G7X, si vous voulez un compromis, un peu moins cher que le RX100, mais un peu plus cher que le TG7, un mode tout manuel, et donc pas mal d'avantages. Après, le choix, ça va être plus, donc comme on a dit, le prix et ce que vous voulez en faire. En sachant que celui qui est déjà étanche sans caisson, vous allez pouvoir faire du snorkeling avec, vous allez pouvoir l'amener au ski, vous allez pouvoir faire plein de choses. Alors que bon, un Sony RX100 Mark VII qui vaut 1300 € ou 1300 $, l'amener au ski, le mettre dans la poche, s'il peut prendre l'humidité, etc., ça va être compliqué. Mais bon, voilà. Voilà les 3 meilleures options pour moi. Ensuite, on va parler du caisson. Alors les caissons, vous avez 2 choix complètement opposés. Choix numéro 1, comme on a dit tout à l'heure, le budget n'est pas vraiment un souci. Je vous recommande des marques de caissons réputées. Alors on va avoir l'un des plus connus, ça va être Nauticam. Après on a d'autres marques qui font des caissons pour les compacts, par exemple ça va être Isota, Marlux et d'autres marques de cette qualité-là. Là on est vraiment dans le top. Ça va être des caissons sur lesquels on va même pouvoir avoir un mode de sous-vide, donc
un capteur à l'intérieur du caisson, on prend une pompe, on fait le sous-vide, on fait sûr qu'il n'y a pas de prise d'air. S'il n'y a pas de prise d'air pendant 10 minutes, a priori, il n'y aura pas de prise d'eau, donc on est sûr à 100% de ramener son appareil. Qu'est-ce qu'il va y avoir aussi avec ces caissons? Eh bien, ils sont en aluminium, donc super solides. On va pouvoir potentiellement changer le port, donc mettre des grands angles ou des ports plutôt pour la macro. On va pouvoir rajouter des lentilles humides, dont on parlera après, et on aura plein d'options. Les boutons seront super confortables, et pour la plupart d'entre eux, on pourra même les amener jusqu'à 60 voire 100 mètres. Donc, vraiment une qualité irréprochable. Par contre, le prix, là, en règle générale, le prix de l'appareil et le prix du caisson sont à peu près les mêmes. Voire même pour les compacts, des fois ça va être un peu plus cher. Donc, un gros budget pour ça. Après, on a des options un peu moins chères, par exemple des caissons High-Light. Moi, j'aime pas trop. C'est en plexiglas, c'est en polymère. Les boutons sont plutôt pas mal. En règle générale, ils sont un peu gros. Et en fait, ils ont été faits pour tous les appareils d'à peu près ce format-là. Et ils changent que la place des boutons. Moi, j'ai eu des soucis avec. Je le recommande pas vraiment. Et puis en dernier lieu, il y a les caissons de marque. Alors Canon et OM System en ont. Enfin, OM System, c'est encore le caisson d'Olympus, puisqu'ils ont mis les boutons exactement au même endroit. D'ailleurs, c'est quasiment le même appareil que le TG6. Et vous allez pouvoir avoir des trucs vraiment beaucoup moins chers. On parle de quelques centaines de dollars. Mais par contre, le compromis, c'est que vous n'aurez pas la sécurité d'avoir un voyant qui vous dit que le sous-vide ne marche pas. Vous n'aurez même pas de voyant qui vous dira qu'il y a une prise d'eau. Donc, faire super attention quand on met le caisson dans l'appareil, faire super attention quand on le met à l'eau, voire même le mettre dans l'eau douce en premier pour être sûr qu'il n'y a pas d'eau salée, etc., etc. Ça va dépendre de vous. Quand on parle de l'Olympus TG7, c'est moins grave parce que lui, il est déjà étanche. Par contre, pour les autres appareils, étant donné qu'ils ne sont pas étanches, de l'eau salée, les processeurs, ils sont foutus. Et l'appareil, il est bon pour la poubelle, il n'y aura pas la moindre chance de le réparer. Voilà, donc ça c'était mes conseils. Après, je ne vais pas vous donner de modèle spécifique, ça va dépendre de l'appareil que vous allez prendre et de ce que vous voulez faire avec. Ensuite, un truc super important, ça va être d'amener de la lumière. Donc lumière, la source de lumière numéro 1 pour les photographes, ça va être un flash. Donc il existe des flashs compacts qui sont à des budgets intermédiaires, pas comme les 1000 $ ou plus de gros flashs. Le problème, c'est que parfois, même tout le temps, vu qu'ils sont moins chers, ils sont aussi moins puissants. Donc ça va être super bien pour la macro, mais pour du grand angle, vous risquez d'être un petit peu limité. Donc ça, faut le savoir avant de faire votre choix. Donc parmi les options, on va avoir le CNC YS03. C'est un flash qui est très compact, pas très puissant. Il a un guide de 20, il offre un angle de 100 degrés et a une lumière de 5600 Kelvin. Donc proche de la lumière du soleil. Et le prix aux alentours de 375 $. Après, vous allez avoir le Inon S2000. Il a aussi un guide de 20, un angle de 105 degrés, et lui, il est à 5500 Kelvin, donc parfait, comme la lumière du soleil. Lui, il est aux alentours de 400, un petit peu moins, donc à peu près dans les mêmes prix. Lui aussi, il est compact, lui aussi, il est efficace. Comment choisir, lequel choisir? Vous pouvez regarder des revues, ou vous pouvez décider ce que vous préférez, parce que vous préférez telle couleur, ou vous préférez telle marque, mais après, ils sont plutôt similaires. Une troisième option, ça va être le Backscatter Mini Flash 2. Alors ça, c'est vraiment différent, c'est celui que j'ai moi, et ça marche plutôt très bien. Lui, il vaut à peu près 400 $. Un des gros avantages de ce flash, c'est qu'on peut rajouter un snoot sur le devant, et ça va vous permettre de choisir la zone que vous allez éclairer, etc. Pour moi, vraiment un bon produit. En plus, pour ceux qui vont choisir l'Olympus, enfin le OM System TG7, il a un TTL qui marche parfaitement avec l'Olympus, avec l'OM System, et vous allez voir, c'est vraiment super bien. Donc le mini flash, lui, il a un guide de 16, c'est un peu plus petit. Par contre, il a une LED qui permet d'avoir un bon éclairage qui fait 1000 lumens. En plongée de nuit, ça va pas être parfait. Mais par contre, pour faire la focus light, c'est super bien. Et en plus, si vous mettez le snoot devant, ça va vous permettre d'avoir vraiment la zone qui va être éclairée au bon endroit. À l'intérieur, on met une batterie 21700 et donc c'est plus puissant. On peut faire jusqu'à 2000 flashs avec une batterie pleine. Bon, pas à pleine puissance, mais quand même. Donc pour moi, vraiment un bon produit. Un petit peu moins puissant, mais avec des options qui sont quand même super sympas. Y compris, surtout, le snoot qui pour moi est vraiment un outil parfait. Petite chose en plus qu'on va avoir, donc c'est une fibre optique. La fibre optique, c'est obligatoire. C'est ce qui va faire le lien entre le flash de votre appareil photo et le flash externe. Donc ça, c'est obligatoire. Il existe différentes marques, différents produits. Faites bien attention, le Inon et par exemple le CNC et le Backscatter n'ont pas le même adapteur.
Donc, faites bien attention de prendre le bon. Pareil, quand vous choisirez votre caisson, faites sûr qu'il y ait bien l'option de mettre un flash externe avec une fibre optique. Sinon, vous allez être super limité. Si vous êtes intéressé pour prendre des photos sous-marines, n'hésitez pas à venir nous faire un petit coucou à Bali. Si vous avez prévu un voyage ou que vous avez envie de venir, n'hésitez pas à me contacter, underwater-videographer.com. Moi, j'organise des cours de photos, mais aussi je simplifie la vie des photographes en leur proposant des spotters particuliers, des choix de sites, etc. pour qu'ils soient dans les meilleures conditions. Et si vous avez un peu plus de temps et que vous n'avez pas envie de vous embêter à tout choisir, j'organise aussi des safaris plongés. Je vous organise tout de A à Z, les plongées, l'hébergement, le repas de midi, les transferts et même les activités terrestres qui vous intéressent. Donc n'hésitez pas à me contacter, il y a le lien dans la description. Option suivante, si on n'a pas les moyens d'avoir un flash, parce qu'on trouve que c'est trop cher et que ça sert vraiment que à ça, on peut prendre des phares de plongée. Alors des phares vidéo qui vont avoir un super grand angle, eux ils peuvent avoir deux fonctions. Fonction numéro 1, ils peuvent vous servir de lumière principale pour prendre des photos. Vous n'avez pas envie de prendre de flash, vous l'utilisez, vous éclairez bien votre sujet. Vous avez un phare avec un grand angle qui va vous permettre d'éclairer quand même beaucoup plus le sujet. Ça va ramener les couleurs, vous savez bien. Vous l'avez vu dans votre cours d'open water ou de niveau 1, quand on descend en profondeur, on perd la lumière, on perd d'abord les rouges, les oranges, etc. Et donc, si on ne ramène pas de lumière, on va avoir des sujets tout ternes. Et là, avec le phare, on va déjà arriver à ramener beaucoup de lumière. Donc, faire des photos beaucoup plus qualitatives. On va être limité sur la vitesse, l'ouverture, etc. Mais ce sera toujours beaucoup mieux que de ne rien avoir. Option numéro 2, ça va être pour l'utiliser comme focus light. Donc comme lumière de focus. Surtout avec les compacts, peut-être pas le RX100 mais les autres, s'il n'y a pas beaucoup de lumière qui rentre dans l'objectif, le focus va être un petit peu difficile. Donc ça veut dire que il va ramer un petit peu, il va faire des avant, arrière, etc. Il va pas forcément bien arriver. Alors que si vous lui rajoutez de la lumière, là le focus va se faire beaucoup mieux. Donc même si vous avez un flash, comme lumière de focus, c'est intéressant. Et en plus, il ne faut pas oublier que votre phare de plongée, il peut vous servir en plongée de nuit, quand vous visitez une épave, quand vous allez profond, quand vous ceci, quand vous cela, et c'est quand même super pratique à avoir. Donc vraiment un bon compromis. Alors une des options, ça va être le Light and Motion Sola 2500 Vidéo Flood. Alors Flood, ça veut dire que c'est large. Il a 2500 lumens, donc ça éclaire fort et c'est plutôt fiable. L'un des gros avantages de celui-là, c'est que la batterie est à l'intérieur. Donc vous n'avez pas besoin de l'ouvrir pour enlever la batterie, la recharger. Vous avez des pins que vous mettez à l'arrière et qui vous permettent de recharger ça très facilement. Le prix est d'environ 300 $, donc c'est un tout petit peu plus abordable que les flashs et c'est multifonction. Donc un bon rapport qualité-prix. Par contre le faisceau est seulement de 60 degrés, je trouve ça un petit peu limite, mais bon, c'est plutôt pas mal. Option numéro 2, le backscatter Macro Wide 4300, donc comme son nom l'indique 4300 lumens, donc là ça commence déjà à devenir fort. Donc lui comme avantage, il a l'option d'avoir un éclairage beaucoup plus en faisceau ou alors beaucoup plus large. Certains diront que pour la macro, on veut peut-être mettre le truc le plus resserré pour éclairer un peu plus fort. Moi en règle générale, surtout pour la vidéo et encore plus en focus light, je préfère éclairer les zones un peu plus grandes et avoir une lumière plus homogène. Il a deux batteries qu'on peut changer et qui sont rechargeables, mais qu'il faudra enlever à chaque fois. Il peut aussi éclairer en rouge, ce qui est plutôt sympa, et qui permet, par exemple, en photo de nuit, ne pas faire peur au sujet et de flasher quand c'est le moment de prendre la photo. Lui, par contre, le prix est pas loin de 500 $, donc clairement plus cher. Option numéro 3, puis d'ailleurs, j'ai fait une vidéo dessus, la Orca Torch 710V. Alors elle, c'est la moins chère de toutes, c'est 150 $, 2000 lumens, un angle assez grand, même très grand, 120 degrés, une lumière super homogène, et à l'intérieur, on met une batterie 21700. À pleine puissance, ça dure plus d'1 heure. Donc pour moi, à ce prix-là, c'est vraiment super. Et personnellement, avoir deux comme ça, si c'est dans votre budget de dépenser à peu près 300 $, vous allez avoir deux phares, une lumière beaucoup plus homogène, qui va pouvoir marcher pour la photo, pour la vidéo, comme focus light, et il y a même l'ultraviolet. Donc pour moi, vraiment un produit que je recommande. Après, il existe des phares beaucoup plus puissants, et même certains, par exemple, comme WeFine, sur lesquels on va pouvoir adapter une fibre optique, et qui vont pouvoir être utilisés en tant que flash. On a aussi des options avec des phares flash, qui font les deux en une seule unité.
J'ai pas trop essayé, mais moi, je trouve que un phare, c'est bien, un flash, c'est bien. Faire un compromis, ça va pas forcément très bien marcher. Quand vous allez devoir faire des photos sous-marines, surtout si vous amenez un phare, un flash ou d'autres accessoires, eh ben, il va vous falloir une platine et aussi des bras. Alors il existe deux types de platines, des platines avec plein de petites boules qui sont articulées. Moi, c'est pas forcément mon choix premier. Après, c'est souvent un petit peu moins cher, mais on n'arrive pas à se mettre dans toutes les positions. Même s'il y a plein de bras articulés, eh ben, il y a des fois, on est limité. Moi, je préfère une platine qui va être fixe avec deux poignées et au-dessus, juste des boules. Et sur ces boules, on va pouvoir attacher des bras. Alors pourquoi, vous allez me dire, bah ouais, mais on va mettre deux bras sur une platine, plus l'attache du flash, et pourquoi ça marcherait mieux? Eh ben parce que deux bras, plus de la flexibilité ici, eh ben ça va être comme nous. Donc nous, bah, on peut décider d'être près ici, d'être près là, d'être plus loin, d'être beaucoup plus loin, de changer l'orientation, etc. Alors qu'avec des bras flexibles, on va être un peu plus limité. Donc personnellement, moi je préfère les bras fixes. En plus, si vous avez un caisson un peu lourd, bah, vous pourrez mettre des floats ou mettre des bras flottants et avoir donc des clamps et choisir précisément l'angle que vous voulez avoir. Voilà. Après, les deux options sont bonnes. C'est plus en fonction de votre budget et de ce que vous préférez. Chose suivante dont on va parler, les lentilles humides. Alors les lentilles humides, ça va permettre d'agrandir ou de rétrécir l'angle de votre appareil. Alors il existe des lentilles humides qui vont être pour le grand angle. Donc là par exemple, on a la WWL1 de Nauticam qui va permettre de faire vraiment un grand angle et d'agrandir l'angle de prise de vue de votre appareil. Donc elle est adaptable avec un pas de vis de 67 mm, ou après on a aussi l'option de mettre une baïonnette. Après, moi je trouve que c'est un peu bête de dépenser de l'argent pour une baïonnette, alors que le pas de vis marche très bien. Donc ça va être si par exemple vous voulez faire ce qu'on appelle du close focus wide angle, donc proche d'un sujet, de la macro, mais avec du grand angle. Donc par exemple, vous avez un crabe, une crevette, un nudibranche ou quelque chose comme ça proche de vous, et malgré tout, vous allez avoir un angle beaucoup plus grand, si par exemple il y a en arrière-plan une épave, un beau récif corallien, etc. Donc plus de flexibilité avec votre appareil. Par contre, attention, hein, c'est quelque chose qui vaut nettement plus de 1000 $. Donc voilà, réfléchissez bien avant de l'acheter et soyez bien sûr que vous voulez plutôt prendre des photos de requins, d'épaves, de grandes choses, etc. Donc après, on a les lentilles humides qui vont être pour la macro. Donc on appelle ça des dioptres, des dioptries. Donc elles, ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont magnifier, agrandir le sujet. Le gros avantage des dioptries, ça va être qu'en fait, on va prendre une photo de la réflexion de la dioptre avec l'appareil photo. C'est-à-dire que si par exemple votre appareil photo est limité en distance quand vous zoomez, et bien là vous serez plus limité. Vous allez, comme avec une loupe, mettre la loupe à la bonne distance et vous allez prendre la photo de l'image qui en sort. Donc par exemple pour le RX100 Mark VII, on ne peut pas zoomer à fond et être à moins d'1 mètre de distance du sujet, donc ce qui est quand même vachement limitant. Et donc en utilisant la dioptre, on va pouvoir être aussi proche du sujet qu'on veut. Donc prendre des animaux tout petits, 1 cm, voire même plus petits que ça. Par contre, l'inconvénient, c'est qu'elles ont une zone de travail qui est très courte. Par exemple, entre 2 et 3 ou 4 cm. Et donc, il va falloir précisément vous mettre à la distance que vous voulez du sujet et trouver le moment où le focus est parfait. Et là, vous allez pouvoir prendre votre photo. Donc, les plus connus, on va par exemple avoir la CMC1 de Nauticam qui est faite pour les compacts. Alors, normalement, les dioptries, on a un nombre, un plus quelque chose. Eux, ils ne l'ont pas vraiment donné. Ils disent que c'est jusqu'à 4,3, 4,5 fois la magnification. Ils ont un pas de vis de 67 mm, donc parfait pour les adaptateurs que vous allez avoir avec votre caisson. Et ils sont vraiment avec une optique de super bonne qualité. Le prix, on est à peu près aux alentours des 450 $, donc c'est quand même loin d'être un outil pas cher. C'est vraiment, si vous êtes comme moi à Bali ou dans des endroits où il y a des petites bêtes, ou alors que vous adorez ça d'une façon générale, et que toutes vos vacances vous allez chercher des petites bêtes, dans ce cas-là, c'est un outil qui est fait pour vous. Autre option, moi j'ai une AOI UCL 900 Pro,
Et là, elle a une magnification de plus 18,5 et ça permet vraiment d'avoir des images d'animaux tout petits. Donc l'AOI, par contre, là, on parle de quelque chose qui est un niveau professionnel avec une optique parfaite et on parle de quasiment 800 $ pour la lentille humide. Donc il faut vraiment que ça vous intéresse et que ce soit, une fois de plus, pour les petites bêtes et des choses qui vous intéressent. Moi, c'est ce que j'ai et j'en suis totalement content. D'ailleurs, je réfléchis même à prendre la 23,5. Dernière petite chose, on peut aussi être intéressé donc à avoir des sacs de transport, des caisses Pélican, des lanières. Très important, les lanières, il en existe de tout type. Moi, je m'embête pas avec ça. Je prends une corde, 2 mousquetons, j'en attache une à ma stab, l'autre à l'appareil photo. Mais autrement, il existe des choses que l'on peut clipper avec un câble entouré de plastique qui est comme la forme d'un ressort et qu'on peut donc rallonger et qui va se raccourcir. Voilà. Ces choses-là, vous pouvez les avoir. Ça va dépendre de si ça vous intéresse ou pas, mais ça peut toujours être pratique. Après, pensez bien, si vous devez voyager, avoir quelque chose pour les transporter, c'est plutôt pas mal. Moi, personnellement, même avec mon gros appareil photo, je le transporte en bagage à main dans les avions et ça marche sans problème. Mais vous, pensez bien que si vous avez l'appareil photo, le caisson, le plateau, les flashs, phares, dioptres, batterie, chargeur, ça va vous prendre beaucoup de place. Donc c'est souvent un bon choix que d'avoir quelque chose pour les transporter, que vous allez prendre avec vous et où vous pourrez tout mettre à l'intérieur sans vous poser de soucis. J'espère que cette vidéo vous a plu, c'était un peu long, mais bon, si vous avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et puis à vous abonner à la chaîne. Et puis, vous pouvez aussi regarder mon site internet www.underwater-videographer.com et vous allez voir, vous allez trouver plein d'infos. Je suis en train d'essayer de faire de plus en plus de tutoriels et d'avancer pour aider les photographes et les vidéastes sous-marins. Allez, bonne bulle!